Salut tout le monde, c'est Jérémy. Je vous ai fait un unboxing du Poco F2 Pro il y a quelques jours. Ça fait plusieurs jours donc que je l'utilise, j'ai mis ma carte SIM dedans, je l'utilise toute la journée comme mon téléphone principal. J'ai pu l'utiliser pour faire de la photo, regarder des vidéos, jouer aux jeux, etc. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce smartphone un peu plus en détail. Alors comme je vous l'ai dit l'autre fois dans la vidéo de déballage, j'ai pas acheté ce téléphone, c'est Richard RS de la société TTC, donc c'est un revendeur Xiaomi français qui me le prête, donc déjà merci à Richard. Il m'a déjà dit qu'il y a plusieurs personnes qui avaient passé commande suite à la dernière vidéo, donc j'espère que vous ne serez pas déçus en voyant le test. En tous les cas, si ça vous intéresse aussi, il le vend au prix de 499 € avec 2 ans de garantie et la livraison offerte. Je vous mets son adresse mail juste en dessous parce que son site est encore en cours de création. Je mettrai à jour la description quand le site sera en ligne. Avant de commencer, il y a 3 points que je voulais corriger par rapport à ce que j'ai dit dans la partie unboxing. J'avais dit que premièrement, un des capteurs était un téléphoto alors qu'en fait c'est un objectif macro, le 5 mégapixels. Ensuite j'ai dit aussi que la boîte où il y a écrit que ce téléphone vient avec les services Google, que c'était une pique de Xiaomi à Huawei, alors qu'en fait pas du tout, c'est Google qui fait mettre ça sur ses boîtes. Donc si jamais un jour Huawei utilise les services Google de nouveau, ils auront la même phrase sur leur emballage. Et le troisième point, c'est que j'avais dit qu'il n'y avait pas de reconnaissance faciale, alors qu'en fait il y en a une, donc je vous montrerai ça juste après. Donc j'avais eu ces infos en lisant un site internet français. Donc là peut-être la prochaine fois je ne prendrai pas les informations de ce site pour argent comptant, et j'irai plutôt voir à la source directement sur le site de Xiaomi. Alors du point de vue du design, on a un smartphone qui mesure 163,3 mm sur 75,4 sur 8,9 pour un poids de 219 grammes. Donc c'est quelque chose d'assez courant maintenant au niveau de ce poids-là, donc pour moi c'est pas lourd particulièrement, on est assez proche de ce qu'il y a sur le Mi 10 par exemple. Ici, étant donné qu'on a un capteur pop-up pour la caméra, on n'aura pas d'étanchéité forcément, parce que l'eau pourrait passer ou la poussière s'incruster. Donc si c'est un problème pour vous, il faut y penser aussi. Au dos du smartphone, on va avoir les 4 capteurs en forme de X et un ensemble arrondi. On a aussi de beaux reflets sur ce smartphone avec la couleur bleu azur en français et blue neon en anglais. Je vous affiche toutes les informations concernant l'écran, mais pour résumer, on a un AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 au niveau de la résolution, en Full HD+, on a de l'HDR10+, une luminosité de 500 nits, on a un rapport écran-corps de 92,7%, on est par contre sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on a du Corning Gorilla Glass 5 devant et derrière, et on a dessus une protection d'écran installée par défaut. On a 3 capteurs de luminosité à 360 degrés qui vont permettre d'ajuster plus précisément la lumière ambiante automatiquement. On peut aussi venir personnaliser les schémas de couleurs, alors c'est présent aussi sur le Mi 10 si jamais vous trouvez que les couleurs par défaut sont pas correctes ou à votre goût. Du fait du capteur selfie pop-up, on n'a pas de trou dans l'écran, donc ça c'est plutôt bien, on a un écran entier. On va aussi avoir donc la déverrouillage par empreinte, mais aussi la reconnaissance faciale, contrairement à ce que je vous avais dit avant. Ça marche très vite et on voit que le capteur sort au besoin. Du fait de l'écran AMOLED, on a aussi le Always On Display de disponible, pour avoir l'heure ou une petite animation, un message, etc. de disponible sur l'écran en continu, même si après il disparaît au bout d'un moment. Et on a aussi les notifications directement sur l'écran. Au niveau audio, on a un port jack sur le dessus, on a un seul haut-parleur, donc ici on sera sur du mono, pas de stéréo sur ce modèle-là comme on l'aurait sur le Mi 10 par exemple. Voici un exemple de ce que ça donne. Au niveau de la batterie, 4700 mAh, donc je dépasse facilement la journée, voire plutôt 2 jours même en utilisation. C'est la même taille de batterie qu'on a sur le Mi 10 aussi, que j'utilise habituellement. Donc moi ça me tient facilement 2 jours, et en plus de ça, on a une recharge rapide de 30 watts, et le chargeur 33 watts est fourni dans la boîte. Donc ici on va pas avoir de recharge sans fil par contre, comme c'est le cas sur les smartphones un peu plus chers, donc ça sera seulement de la recharge filaire. J'ai aussi prévu de vous faire un test de recharge avec tous les smartphones Xiaomi que j'ai en ce moment, comme ça vous permettra de comparer l'ensemble. Pour info, celui-là se recharge en 1 heure environ. Ici au niveau du processeur, on a le Snapdragon 865, donc on n'a pas fait de concession sur la puissance. On va avoir le même processeur qu'on retrouve sur le Mi 10 ou le Mi 10 Pro. On a 6 Go de RAM en LPDDR4,
Si vous voulez de la LPDDR5, il faut passer sur le modèle au-dessus qui est à 8 Go et 250 Go de stockage. Par contre, il coûte 100 € de plus. Donc à voir si ça vaut le coup ou pas. Grâce à ce processeur, on a de la 5G, on a du Wi-Fi 6 aussi. Je vous affiche toutes les bandes 5G, 4G qui sont utilisées, de sorte que ça puisse vous donner une idée, comme je sais que souvent les personnes sont un peu inquiètes à savoir est-ce qu'on aura toutes les bandes 4G ou pas. Ici c'est une version globale, je le rappelle, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. En plus de ça, on va avoir la technologie de refroidissement Liquid Cool 2.0 pour éviter que le téléphone chauffe en utilisation. On a aussi la possibilité d'utiliser les appels Wi-Fi. Ici on a un téléphone dual SIM. J'ai pas pu tester la 5G parce que j'ai pas d'antenne à proximité. Pour rester dans la partie performance, je vous mets à l'écran les scores de benchmark que j'ai fait. Avec Antutu, on arrive sur un score de 566 503 et en fait ça le classe juste derrière le Mi 10, le Mi 10 Pro et le OnePlus 8 Pro. Donc c'est logique étant donné que c'est le même processeur. Au niveau de Geekbench, on arrive pour la partie CPU à un score de 915 pour le single core et 3353 pour le multicore. Pour la partie compute, on arrive sur le 2959 pour l'OpenCL et 2722 pour Vulkan. Sur PCMark, on obtient un score de 9964. Alors bien sûr, les chiffres que je vous donne, ça fait pas tout au niveau de l'intérêt d'un smartphone ou d'un autre, mais ça vous permet de comparer si jamais vous avez un smartphone actuellement et que vous voulez savoir un petit peu où peut se classer ce nouveau smartphone par rapport au vôtre. Alors vous m'avez posé la question concernant les DRM, comme vous le voyez à l'écran, le DRM L1 est disponible pour Netflix, donc vous pourrez l'utiliser sans problème pour regarder vos vidéos en HD. On a le Poco Launcher d'installer par défaut qui va vous permettre d'avoir un tiroir d'applications, ce qui est bien pratique, on peut le mettre en mode sombre ou en mode standard, donc plutôt pas mal pour ceux qui aiment les tiroirs d'applications. Avec le Snapdragon 865, il n'y a pas vraiment de problème pour jouer au jeu, comme vous pouvez l'imaginer. Sur Call of Duty Mobile et sur PUBG par exemple, ça tourne sans problème. J'ai pu mettre les caractéristiques au maximum sans problème. Passons maintenant à la partie photo. Donc le téléphone vient avec un capteur principal de 64 mégapixels, c'est le Sony IMX 686. Il utilise donc la technologie du 4 pixels en 1 pour avoir des fichiers qui font à peu près 16 mégas. On a ici une ouverture de 1.89. Au niveau du deuxième capteur, c'est le capteur ultra grand angle de 13 mégapixels. Il ouvre à 2,4. On a ensuite un objectif macro de 5 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et un autofocus compris entre 3 et 7 cm. Au niveau du capteur de profondeur, il est de 2 mégapixels avec une ouverture à 2.4 pour tout ce qui est portrait, profondeur de champ. Donc je vous ai affiché des images en même temps que je vous parlais des capteurs pour vous donner une idée. On a aussi différents modes, on va avoir le mode nuit 2.0. Alors comme on le voit, les photos sont bonnes sur le 64 mégapixels. Je trouvais aussi que l'objectif macro était plutôt bien par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude qui sont souvent à 2 mégapixels plutôt qu'à 5. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Après l'ultra grand angle n'est pas incroyable, on voit que les détails ne sont pas forcément reproduits très bien. Par exemple là sur les feuilles qu'on peut voir à l'écran, c'est un petit peu flou. Donc pour le capteur principal, c'est bien. On a aussi bien entendu la caméra frontale, la pop-up caméra. Donc celle-ci fait 20 mégapixels. Comme vous le voyez, au moment où on sort le capteur, on va avoir des petites couleurs sur chaque côté et au niveau de l'écran qui sont personnalisables. Donc on va avoir du rouge, du bleu, du vert. On peut aussi personnaliser le son qui est fait lors de la sortie du capteur que je vous fais écouter maintenant. Au niveau de la photo, voilà un exemple de photo prise avec. Au niveau de la caméra frontale, le 20 mégapixels permet de filmer en ralenti 120 fps. On peut aussi filmer en 1080 à 30 fps, mais pas de 4K sur le capteur selfie. Voici un exemple filmé avec la caméra à selfie du smartphone, donc c'est en 1080p et le micro intégré. Par contre, pour les autres capteurs, on va pouvoir filmer en 8K sur le capteur principal. Par contre là sur la 8K on n'a pas de stabilisation, donc ça peut être utile si on souhaite ne pas bouger la caméra. Par contre dès qu'on commence à bouger avec, on voit tout de suite les vibrations, donc c'est pas vraiment utilisable parce que la stabilisation n'est pas terrible dessus. Par contre sur la 4K j'ai trouvé que la stabilisation était vraiment bonne. Comme on le voit quand je marche, il n'y a pas de secousse, il n'y a rien du tout, tout est net même au bord de l'image. Donc ça j'ai été très surpris et plutôt j'ai trouvé ça vraiment bien au niveau de la 4K.
J'ai rencontré des fois quelques petites saccades au moment de l'enregistrement. Alors je sais pas à quoi c'était dû, c'était principalement au début de l'enregistrement. Alors faut juste faire attention si jamais quand vous commencez à enregistrer une action ou quelque chose que ça commence pas à saccader. Alors ça me l'a fait quelques fois, après je sais pas est-ce que c'était un problème ou peut-être que suite à une mise à jour ça sera corrigé. Je vous ai fait une petite vidéo en utilisant la 4K seulement. Alors je vous mets pas d'exemple avec la 8K parce que comme je vous l'ai dit, tout a été tourné à main levée et forcément du fait que la stabilisation soit pas terrible, ça rend pas forcément quelque chose d'incroyable. On a aussi l'option Super Steady pour avoir encore plus de stabilisation. Par contre, du coup, on redescend en qualité parce qu'on n'est plus en 4K. Et vu que la qualité de la 4K est déjà bonne niveau stabilisation, c'est pas la peine de l'utiliser, je trouve. En bonus, on a le NFC, un port jack, on va aussi avoir la télécommande infrarouge, on va aussi avoir des LED de notification en fait sur le dessus du capteur comme je vous le montre. On va pouvoir personnaliser par exemple sur WhatsApp en fonction de ce que vous voulez recevoir comme notification, du rouge pour certains groupes, du jaune pour des conversations particulières. Donc il y a sans doute d'autres applications qui vont permettre de personnaliser cet écran, cette petite LED de notification. Alors en conclusion, on a pas mal de points positifs sur ce smartphone. On a un écran AMOLED de 6 pouces 67, c'est un écran plein étant donné qu'on n'a pas de capteur photo en plein milieu grâce aux caméras pop-up, donc ça aussi c'est un plus. J'en ai pas trop parlé pendant le test, mais aussi on a un écran qui est plat, on n'a pas d'écran incurvé, donc c'est plutôt une bonne chose pour moi. Certes, ça donne un aspect plus imposant qu'un Mi 10 avec un écran incurvé. Par contre, l'intérêt, c'est de pouvoir bien voir les bords et de pouvoir appuyer, parce que des fois, dans les jeux vidéo, quand on veut appuyer dans un menu, c'est un petit peu gênant quand l'écran est incurvé. On a un processeur performant, on a le Snapdragon 865, ce qui permet aussi d'avoir de la 5G. On va pouvoir jouer à des jeux sans problème, naviguer sans souci. On ne sera pas non plus embêté dans le futur, parce que du coup, on va avoir aussi du Wi-Fi 6, de la 5G comme j'ai dit, on a le NFC. Donc vous allez pouvoir le conserver un bon moment sans être à la traîne. On a aussi la technologie Liquid Cool 2.0 qui va permettre de rafraîchir le téléphone et éviter qu'il chauffe en utilisation, comme on le retrouve sur le Mi 10 ou le Mi 10 Pro. Côté batterie, on a une batterie de 4700 mAh, donc ça vous permet facilement de tenir la journée, voire 2 jours dans mon cas. Alors certes, on n'a pas de recharge sans fil, malheureusement il faut faire aussi des concessions à ce niveau-là. Alors pour la partie photo, le capteur pop-up est vraiment sympa, on peut venir personnaliser la lumière, les sons, ça fait toujours son effet quand on l'utilise. Pour le reste des capteurs, ils sont corrects sans être incroyables. J'aurais peut-être préféré avoir un téléobjectif x2 à la place, je sais pas moi, du portrait ou du macro que j'utilise beaucoup moins. Malgré tout, l'objectif macro est très intéressant parce que je l'ai trouvé vraiment sympa avec ses 5 mégapixels, on pouvait vraiment avoir de bonne qualité au niveau de la prise de photo en macro. On peut filmer en 8K, par contre c'est vrai que le fait de ne pas avoir de stabilisation réellement, on peut pas l'utiliser tel quel ou il faut le mettre sur un trépied, ce qui n'est pas forcément très pratique sur un smartphone qu'on va peut-être plutôt utiliser justement à la main. Il faut aussi avoir un PC capable de monter le 8K, ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que ça coûte assez cher. Donc c'est pas forcément une fonction qui sera très utile à tout le monde, c'est plus pour le papier je pense de dire que voilà le téléphone filme en 8K. Par contre la partie 4K elle est très bien parce qu'on va avoir du coup une très bonne stabilisation de ce que j'en ai vu dans mes différents tests. On peut vraiment l'utiliser sans stabilisateur et ça c'est très agréable. Après comme je vous l'ai dit il y avait quelques ralentissements au début, ça c'est peut-être autrement quelque chose qui va être corrigé dans une mise à jour ou qui est simplement pas de chance juste sur les vidéos que j'ai fait de test que j'ai eu ce petit souci là. Alors est-ce que c'est vraiment le flagship killer comme on l'entend parfois, comme c'était le cas pour le Pocophone F1? Je pense pas vraiment parce que si vous étiez parti pour acheter le Mi 10 ou le Mi 10 Pro ou des smartphones chez Samsung, les S20, Ultra, etc. Je pense pas que vous allez changer d'avis en voyant ce téléphone là, si vous aviez déjà prévu votre budget pour acheter un gros smartphone. Je pense qu'il y a certaines fonctionnalités qui vont lui manquer pour ceux qui voulaient partir sur un flagship justement, comme la recharge sans fil, l'étanchéité pour certains. On a un écran 60 Hz alors que maintenant on va peut-être plus partir sur du 90 Hz. On n'a qu'un seul haut-parleur, on n'a pas de stéréo non plus. Et donc tout ça, ça fait pas mal de petites choses qui font que si vous étiez parti sur un plus gros modèle, vous allez quand même acheter le plus gros modèle. Sans compter que la partie photo est correcte sans être incroyable comme je l'ai déjà dit
et c'est souvent ce qui est mis en avant sur un flagship justement. Ce modèle est quand même vendu 600 € sur le Xiaomi Store français. Je vous ai dit qu'on pouvait l'avoir moins cher via Richard à 499 €. Ça reste un prix quand même conséquent. Tout le monde ne pourra pas se permettre de l'acheter. Il y a encore quelques mois, 500 € ou 600 € c'était le prix d'un flagship chez Xiaomi. Donc ça change un peu la donne. Sachant que maintenant on peut trouver des Mi Note 10 à 400 €. Donc certes le processeur est moins puissant, par contre on va avoir une meilleure batterie, peut-être une meilleure partie photo, étant donné qu'on a plus de capteurs, un meilleur capteur principal à 108 mégapixels. Je voulais vous faire un comparatif sur le Mi 10 et le Mi Note 10 depuis un moment déjà. Je pense rajouter le F2 Pro dans ce comparatif, comme ça vous permettra d'avoir vraiment 3 smartphones avec 3 différents prix, un à 400 € maintenant, un qui est plutôt autour des 500, 600 et enfin le dernier à 800. Bien sûr, ces prix évoluent un petit peu constamment en fonction des promos et où vous décidez de l'acheter, mais ça permettra de se donner une idée un peu plus complète. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez quand même que c'est un flagship killer, ce F2 Pro, ou pas, ou qu'est-ce que vous en pensez finalement. Dites-le moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.